Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 22 novembre. Au sommaire aujourd'hui, le nouveau commandant de police Nyon Région, Christophe Schmitt, bonjour. On est très heureux de vous accueillir. À vos côtés, Roxane Faro, bonjour. Bonjour Andrea. Madame la municipale, vous êtes également présidente du comité de direction de la PNR. On parlera de ce rôle et de vos fonctions d'ici quelques instants. Ensuite, on ouvrira une page sport en votre compagnie. Benoît Briand, bonjour. Bonjour. Vous êtes capitaine d'équipe de l'US Terre Sainte et vous allez justement quitter votre rôle, notamment en fin de semaine, vous vivrez votre dernier match, donc imagine séquence émotion en votre compagnie d'ici quelques instants. Et puis toi, de ton côté, Alexandre, où es-tu? Que fais-tu aujourd'hui? Salut Andrea, eh bien regarde, je suis au château de Prangin, au musée national suisse, pour vivre cette nouvelle exposition qui a été inaugurée à la mi-novembre, donc Swiss Press Photo et World Press Photo. Oui, tu sais, chaque année au château de Prangin, eh bien les meilleures photos de presse, que ce soit des photographes suisses ou des photographes du monde entier, sont exposées ici. Alors tu le vois derrière moi, on va visiter tout ça ensemble, notamment donc l'année 2022, on retrace toute l'année 2022 en Suisse et dans le monde, a été marquée bien entendu par la guerre en Ukraine, mais pas que. On va retracer toute l'actualité de cette année-là ensemble avec toutes ces photos de presse ici, à commencer par la Suisse, et après on montera à l'étage pour voir le monde, Andrea. Et avant de commencer, un point sur la politique et notamment les élections complémentaires à Gland avec notre spécialiste en politique, Florent Cavalleri. Bonjour. Bonjour. Alors ça s'agite du côté de Gland avec un nom qui est sorti du chapeau de la plateforme de gauche. Et c'est Yves Froidevaux qui portera les couleurs du groupe Rose-Vert. Yves Froidevaux, c'est le secrétaire général de la Société pédagogique vaudoise, très actif en politique. Il est arrivé à Gland en 2015, mais auparavant, il était déjà conseiller communal à Nyon. Cette annonce a mis en place toute une série de stratégies, tant du côté de la gauche que de la droite. De la gauche, quelles étaient les questions que se posait le parti? Le parti pouvait hésiter entre deux candidats qui s'étaient déclarés candidats à la candidature. Il s'agissait soit de José Cayano, qui est en conflit ouvert avec la municipalité. On imaginait donc mal qu'il rejoigne l'exécutif, et Yves Froidevaux. Est-ce que ça veut dire que José Cayano ne se présente pas à cette candidature-là? Eh bien, écoutez, c'est un petit peu un cadeau empoisonné pour Yves Froidevaux, parce qu'il doit démontrer qu'il rassemble, il doit démontrer qu'il peut se faire élire au sein de l'exécutif, et s'il rate la marche lors de cette élection complémentaire, eh bien, ça peut ouvrir un boulevard pour José Cayano pour les élections communales de 2026. Du côté de la droite, on va y aller parti par parti. Commençons par l'UDC tout d'abord, avec là quelques surprises. Alors, l'UDC pourrait bien présenter pour la première fois de son histoire une candidature féminine. Pour l'instant, il y a 3 noms qui circulent, mais il pourrait bien être 4. Alors, l'on parle évidemment d'Isabelle Wegmann, d'Amia Mara Buffa, la prochaine présidente du conseil communal, voire de Pascal Riesen. Quelle est la stratégie du PLR cette fois-ci? Le PLR attendait de savoir si le GDG se lançait dans la course pour présenter des candidats. Apparemment, le GDG va s'y lancer, on va en parler tout à l'heure. Mais évidemment, il y a 2 noms qui circulent au sein du PLR. Martin Hallström, qui avait été candidat lors des communales 2021. Et puis, il pourrait aussi y avoir Léonie Wallon, qui a une très forte notoriété, un très fort capital sympathie. Du coup, pour les GDG qui sont évidemment attendus? Eh bien, les GDG ne vont pas lâcher leur siège suite à la démission de Thierry Genoux. Ils vont se réunir, ça sera le 11 décembre, mais évidemment, il y a un nom qui circule, Samuel Freuler. Le GDG devra lui aussi se prononcer entre 2 candidats. Un seul nom et pourtant une seule place, donc logique. Mais il y avait une promesse qui était faite du côté des GDG en la personne de Gérald Cretteny. Et bien voilà, Gérald Cretteny avait promis, et c'était une promesse de campagne, de démissionner en cours de législature. Il aurait pu le faire en même temps que Thierry Genoux. Il ne l'a pas fait, on l'imagine mal le faire dans un an, par exemple. Il va donc certainement terminer sa législature et eh bien, tout est ouvert pour 2026 puisqu'il y aura plusieurs postes à repourvoir. Une autre question, et si l'on parle de GDG, c'est celle évidemment d'Ardon-Durand, exclu du parti, qui aujourd'hui se présente sous la casquette des Pirates. Voilà, il se présente hors parti sous la casquette des Pirates dont il est le vice-président cantonal.
Néanmoins, on saura ça au dépôt des listes, début janvier, puisque les tractations vont aller bon train et Arnaud Durand pourrait être contraint de retirer sa candidature s'il souhaite rejoindre l'un des autres groupes présents aux législatives glandois. Et on se réjouit de suivre tout ça en votre compagnie, Florian Cavalieri. Merci beaucoup. À la maison, vous l'aurez donc compris, les personnes intéressées peuvent encore se présenter d'ici et jusqu'à la mi-janvier. L'élection aura, quant à elle, lieu le 3 mars. Et à présent, on reçoit nos premiers invités, Christophe Schmitt, Roxane Faro. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Le nouveau commandant de la police Lyon-Région est nommé. Après avoir occupé le poste d'intérim depuis 3 ans, le capitaine Christophe Schmitt a prêté serment lors de la cérémonie du rapport de corps. Christophe Schmitt, bonjour. On est ravis de vous accueillir. Roxane Faro, bonjour. Merci d'être avec nous sur ce plateau. On va revenir sur cette cérémonie, mais j'aimerais d'abord savoir, Christophe Schmitt, être commandant de police Lyon-Région, est-ce que ça faisait partie de vos objectifs de vie? En toute honnêteté, pas du tout. Lorsque j'ai embrassé la carrière de policier, je m'étais projeté à me dire dans l'avenir qu'est-ce que je pourrais finalement accéder comme fonction, et je m'étais imaginé comme chef de brigade, qui correspond à peu près à un poste de sergent. Et je me suis dit, si j'arrive à ceci, ce serait formidable. Les choses s'emballent, voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est une surprise, mais c'est aussi une grande satisfaction. Après 21 ans de carrière, notamment au service pénitentiaire, également du côté de la PNR, vous avez été promu en 2015 au rang d'officier en votre qualité de chef opérationnel, puis vous avez occupé ce poste d'intérim durant 3 ans. Concrètement, déjà, expliquez-nous, c'est quoi le rôle d'un commandant au sein de la PNR ? Eh bien, finalement, c'est s'assurer que toutes les missions qui nous sont confiées par la population sont abouties et menées à bien, d'avoir une vision sur quelles sont les perspectives pour l'avenir. Donc, on a une orientation véritablement sur l'interne pour pouvoir développer le personnel pour qu'il soit de qualité, pour justement répondre de la même manière, avec la même qualité, auprès de notre population dont on a embrassé la charge. C'est finalement beaucoup de missions qui sont plus théoriques que pratiques, puisque là, on n'est plus dans le terrain. Mais finalement, c'est énormément de challenges sur toutes sortes de strates, qu'elles soient stratégiques, opérationnelles ou de vision et de perspective, et puis d'innovation, puisque finalement, aujourd'hui, on est aussi un poste de police, enfin le SOT de police, qui nous permet d'innover dans la collaboration qui est celle que nous menons avec la police coordonnée, notamment la police cantonale. Il a fallu donc choisir la bonne personne. On comprend la responsabilité qui est sur vos épaules, Roxane Faro. 10 candidats ont été évalués lors du processus de sélection. C'est la personnalité de Christophe Schmitt qui a convaincu. Pourquoi ? Alors, si on parle de sa personnalité, effectivement, je pense que les qualités humaines, les qualités, la capacité d'empathie qui est la sienne, sont effectivement 2 notions qui étaient très, très importantes pour le comité de sélection. Bien évidemment, des qualités opérationnelles qu'il a eu l'opportunité de prouver, notamment pendant ces 3 ans de commandement et d'intérim. Oui, alors c'est vrai que cette décision elle découle d'un processus de sélection rigoureux, vous dites dans le communiqué de presse, qui a été effectué en partenariat avec un mandataire spécialisé, garantissant ainsi une approche impartiale et objective. Pourquoi c'est important d'avoir justement cette démarche et cette impartialité ? Alors déjà, il y a des directives qui viennent de la part du Conseil cantonal de sécurité, qui effectivement émet une ligne dans le cadre de recrutement des commandants. Donc voilà, l'idée c'était de se conformer dans un premier temps aux volontés du CCS. Et puis ensuite, je pense qu'il était important pour le major Christophe Schmitt, par rapport à ses pairs, de donner la légitimité. Et finalement, je pense que ce processus apporte cette légitimité, et puis aussi par rapport aux collaborateurs présents et futurs du commandant Schmitt. Je pense qu'il était nécessaire que toute la procédure soit menée comme elle l'aurait été si on avait recruté à l'externe. Alors, on a évoqué vos qualités humaines, Christophe Schmitt, mais il y a évidemment des critères de sélection. Comment on concourt au poste commandant ? Parce qu'on ne peut pas concourir souvent à ce titre-là, à ce rôle-là.
Il est clair qu'il faut faire montre d'une toute une palette de maîtrises et de compétences. Elles sont très variées, elles sont sur le domaine administratif, sur le domaine de la gestion, sur le monde de ressources humaines, et puis bien évidemment elles s'imbriquent avec toutes les nécessités de conduite pour un corps de police, avec des dimensions opérationnelles. C'est véritablement un spectre très large de compétences qu'il faut assumer et puis qu'il faut développer. Alors j'aurais pas l'illusion de les maîtriser toutes de manière parfaite, mais il y a des apprentissages à faire, puis aussi détecter quels sont justement les points qui sont à optimiser ou à encore performer pour justement assurer un commandement qui soit efficace et digne de la fonction. Roxane Farot, vous avez parlé tout à l'heure de cet ad interim qui a duré 3 ans. Pourquoi est-ce que ça a été aussi long ? Alors, sans rentrer dans les détails, la procédure qui a précédé à notre capacité de mettre le poste au concours a été longue. Pourquoi ? Parce que nous avons dû nous séparer du collaborateur précédent. Et, comme je l'ai déjà expliqué sur ce plateau, il y a eu une longue procédure et qu'il n'est pas possible et pas souhaitable de mettre un poste au concours quand on est en procédure. Ouais, c'est-à-dire qu'au moment de ce départ, on va le rappeler ici aux téléspectateurs qui nous regardent, qui ont peut-être besoin de cette mise en contexte, c'est vrai que plusieurs confrères, notamment de la Côte, ont écrit que ce départ n'avait jamais été mentionné dans les procès-verbaux, également du côté du rapport de gestion 2020 de l'association. Pourquoi ça a dû se faire comme ça, en silence ? Alors, ça a été fait dans le rapport de gestion, une fois la procédure terminée. Nous annonçons chaque année les départs et les arrivées des collaboratrices et collaborateurs. Et si vous reprenez le rapport de gestion 2022, vous trouverez le départ du collaborateur précédent. Pourquoi est-ce qu'au moment de cette annonce et ce départ, il n'a pas été communiqué officiellement comme aujourd'hui avec l'arrivée du commandant Christophe Schmitt ? Parce que, comme je vous l'ai dit précédemment, lorsque nous sommes en procédure, il y a certaines choses confidentielles que nous sommes obligés de garder pour nous. Voilà. Aujourd'hui, il s'agit du passé. Et, nous, on a plutôt envie de parler du présent et du futur et de la satisfaction que nous avons à avoir aujourd'hui un nouveau commandant en poste. Parlons justement de ce futur, avec notamment ce challenge qui est humain avec vos qualités. Christophe Schmitt, on en a beaucoup parlé. On sait quand on parle notamment et quand on traverse cette époque de transition, il y a de l'humain avec notamment un corps de police qu'il faut aujourd'hui soutenir. Vous le dites d'ailleurs dans votre communiqué, Roxane Farot, vous remerciez notamment ce corps de police et collaboratrices engagés durant cette période de transition qui a forcément été trouble. À quoi est-ce qu'il faut prendre soin aujourd'hui quand vous regardez vos collègues ? Mais finalement, on a commencé à prendre soin de toute cette dimension du personnel dès le moment où cette situation d'intérim s'est posée. Et les actions qui ont été menées à l'époque, et qui étaient véritablement justement de consolider, resserrer les rangs, comprendre aussi que malgré les écueils et les difficultés qu'on traversait, il nous fallait continuer d'assurer la mission qui nous a été confiée. Et en fait, tous les processus que nous avons mis en place et qui ont été véritablement intégrés à tous les échelons de notre corps de police ont permis aujourd'hui de réussir cet intérim qui a duré, certes, mais qui a toujours été très soutenu par le comité de direction et puis aussi très soutenu par le personnel qui véritablement a resserré les rangs. Pour pouvoir maintenir, malgré cette période qui était troublante et peut-être un peu désarçonnante pour la plupart, puisque l'inconnu, le policier est peu fervent de ce genre de situation, il aime les choses très pragmatiques, posées, factuelles. Et là, grâce à une conduite qui a été très très resserrée avec la direction dans un sens large, mais aussi avec chaque cadre, mais aussi chaque membre du personnel, on a réussi à fédérer en fait une espèce de motivation qui aujourd'hui prévaut toujours et alors d'autant plus renforcée grâce à cette nomination qui est devenue définitive. Fédérer et convaincre, important, vous me disiez Roxane Farot, parce qu'aujourd'hui, il faut notamment recruter. Vous avez mis l'impact notamment sur la formation. Oui, effectivement, on se retrouve dans une situation, alors en Suisse et dans le canton de Vaud, dans les 9 corps de police communaux et intercommunaux, avec des difficultés de recrutement parce qu'il manque beaucoup d'agents et d'agentes de police dans notre pays, dans notre canton. Bien évidemment, il y a beaucoup de mobilité entre les corps, entre les cantons. Et finalement, toute une réflexion a été faite
je dirais depuis 3 ans, tant avec le commandant et le secrétaire général, puisqu'à Nyon, nous avons une direction bicéphale, que finalement, on arriverait à trouver de l'air sur ces questions RH en passant par la formation. Nous avons envoyé pour l'école de police 2023 et 2024 6 aspirants qui aujourd'hui sont de retour pour leur 2e année de formation au sein de Police Nyon Région. Donc, ils sont policiers en formation, on appelle ça des PEF. Et puis pour l'école 2023-2024, nous allons envoyer 9 aspirants. Enfin, nous y sont déjà partis d'ailleurs. Nous avons envoyé 9 aspirants à Savatan qui viendront renforcer les rangs de la PNR d'ici à l'année prochaine. C'est-à-dire, si on prend les chiffres actuellement, à combien se monte cet effectif de la PNR et combien est-ce qu'il faudrait surtout pour tourner au régime correct ? Alors, nos effectifs en poste sont pleins. Hein, on n'est pas en phase de recrutement. Néanmoins, c'est les questions de planification et c'est ce que Christophe expliquait tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des départs à la retraite dans les prochaines années. Bien évidemment, avec la mobilité des collaborateurs, des gens vont partir. Donc voilà, il faut pouvoir s'assurer de la continuité de la mission. Et puis, nous engagerons 6 nouveaux aspirants pour l'école 2024-2025. Christophe Schmitt, donc on voit de la formation, des nouveaux locaux aussi que vous avez inaugurés il y a très peu. Si on prend, et rapidement pour terminer, les enjeux de la PNR ces prochains mois, ça sera lesquels ? Bien évidemment, de maintenir cette attractivité, puisque Madame la Présidente précisait que justement, nous avions un joli panel d'aspirants, mais aussi certainement aussi une grande attractivité, et ça nous permet d'engager du personnel vraiment local, ce qui fait qu'on a une action proximale qui s'en trouve renforcée. Et puis, ce nouveau poste participe certainement aussi à l'intérêt un peu majoré qui se produit actuellement, mais c'est un peu récent, donc c'est difficile de dire que c'est véritablement ce poste-là qui crée cet effet-là, mais j'espère aussi pouvoir compter sur cet effet boule de neige pour continuer à avoir un poste qui multiplie l'attractivité avec toutes les mesures qu'on va déployer, bien évidemment, à l'interne, pour un peu rendre encore plus attractif notre poste, pour plus se retrouver dans cette configuration qui a été particulièrement difficile, où on avait un sous-effectif qui a demandé énormément d'efforts au personnel de terrain, qui multipliait les renforts, les nuits, etc., et qui avait prouvé pas mal physiquement, mais qui avait un impact aussi sur la vie privée. Enfin, aujourd'hui, nous respirons de meilleure façon, les perspectives sont très encourageantes, et ce poste-là, clairement, stimule véritablement toute notre vision d'avenir. Je rappelle à ce titre que nous avons aussi intégré la police cantonale, et puis que là, ça nous permet aussi de développer et de déployer des systèmes qui sont totalement innovants et qui, avec toujours comme objectif principal la satisfaction du citoyen pour avoir un service optimisé. Bien, on viendra vous voir. Je vous propose justement de découvrir ces systèmes innovants en votre compagnie. Christophe Schmitt, commandant de la PNR, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Roxane Faro, municipale pour la ville de Nyon et présidente du comité de direction de la PNR. Merci d'avoir été en notre compagnie. Excellente journée à vous deux. Merci, de même pour vous. Au revoir. Au revoir. Alexandre, on retourne à présent à toi, direction Prangin, pour découvrir ce Swiss Award Press Photo. Oui, le château de Prangin, et je suis avec sa conservatrice Marie-Hélène Pellet. Bonjour Marie-Hélène. Bonjour. Merci de nous accueillir ici donc dans cette salle pour découvrir la catégorie Swiss Press Photo. C'est cette nouvelle exposition qui, comme chaque année, documente les meilleures photographies de presse. Ici, pour les photographes suisses. Alors, Marie-Hélène, on parle de l'année 2022. On le voit ici, des images de guerre et surtout des images de la guerre en Ukraine, bien entendu, qui ont marqué cette année 2022 avec ce gagnant, ce photographe Alex Cuny. Oui, parfaitement. Alex Cuny, c'est un Bernois qui a gagné qui est le photographe de l'année et qui a fait un reportage. Alors c'est vraiment la guerre brute. Hein. On voit une femme filmer ça qui est sidérée parce qu'elle découvre l'appartement de son voisin dans un lotissement récent qui est complètement dévasté, qui a été bombardé donc par les Russes. Et puis elle, ce qui était frappant, elle a un téléphone portable à la main, mais elle ne pense même pas photographier ce qu'elle voit tellement elle est saisie, je dirais, d'effroi elle a un regard très triste et de sidération. Et il y a une très belle lumière sur elle. Et puis d'autres photos de ce reportage d'Alex Cuny, alors difficile, hein, il faut avertir les spectateurs de corps de soldats russes qui ont été surpris, ils étaient en train de poser des mines et ils ont été surpris par l'armée ukrainienne. Donc là,
C'est une photo à ras du sol et c'est vraiment la photo de guerre, c'est-à-dire qu'il y a une instantanéité, le temps s'arrête, une violence aussi, une proximité par rapport au sujet photographié par le photographe qui prend des risques. Là, on voit aussi des charniers, donc voilà, des terribles photos de guerre brutes. Ici, c'est une photo prise par drone, donc d'un hélicoptère russe qui a été attaqué par l'armée ukrainienne. Et on se rend pas compte tout de suite, on voit beaucoup un tas de ferraille sur la gauche, mais tout d'un coup, on découvre des ossements humains. Et donc, c'est quand même très effrayant. Et on pense que cette chair humaine a été mangée par des oiseaux, des animaux. C'était un hélicoptère qui s'est écrasé dans un champ. Forcément, ces photos documentaires qui sont marquées, Marie-Hélène, par notre actualité plutôt morose, bien entendu, dans le monde entier, cette guerre en Ukraine qu'on retrouve bien sûr ici dans Swiss Press Photo, on le verra après dans World Press Photo aussi, mais quand même, l'actualité peut aussi amener à travers la presse à des choses un peu plus gaies, on va dire. Alors parfaitement, vous avez tout à fait raison. Là, un très beau portrait qui a eu le premier prix de Karine Hofer d'un célèbre journaliste, écrivain, Peter Bichsel, qui est un homme âgé maintenant, un pessimiste, comme il se décrit philosophiquement parlant, né, mais en même temps, il a encore une curiosité, il ouvre, il écarquille ses yeux. Moi, j'adore cette photo parce qu'il a l'air de nous regarder ou de regarder le monde et d'avoir encore cette curiosité insatiable. Et puis, une très belle photo de son intérieur. Donc, en 3 photos, on saisit un peu le personnage, son univers, ce côté très poétique, en fait, voilà, il est à Soleure, dans une belle maison entourée de nature. Ce qui est intéressant, c'est vrai, chaque année je le remarque, c'est que malgré la photo très documentaire, il y a quand même une esthétique qui est recherchée oui. Et notamment une originalité aussi dans les photos qu'on va voir juste ici. Oui, vous avez parfaitement raison. D'ailleurs, une belle photographie de presse réussie, c'est une photo qui a un fort contenu puis qui est esthétiquement belle. Alors là, des images, des portraits originaux de détenus dans une prison à qui on a proposé, pour se sentir plus femmes et sortir de leur quotidien, de poser, de se vêtir comme elles le voulaient, voilà, de se maquiller. Et là, ces 4 photographies, alors pour la presse, parce qu'on a flouté leur visage, caché la moitié de leur visage avec des cheveux, mais il y a eu d'autres photographies pour leurs proches où on voyait leur visage. Donc, c'est très original comme projet. Et puis là, du côté de l'illustré, oui. Et voilà, forcément, le Covid qui n'est plus en 2022, ou en tout cas, les masques qui tombent, surtout. C'est tout à fait ça, mais qui, soi-disant, enfin, c'est des psychologues qui ont déterminé ça, perturbe notre capacité de reconnaissance de l'autre. Même, paradoxalement, le masque enlevé, on a des fois de la peine, on a perdu l'habitude de reconnaître des gens qui soient connus ou moins connus. Et donc, ça crée un désengagement social, un désengagement vis-à-vis de l'autre. Donc, c'était Stéphane Benoît Godet qui avait voulu réfléchir à cette problématique. Alors, on va se diriger vers la salle juste d'à côté. On parle, Marie-Hélène, d'actualité, de reflet de notre monde à travers cette photographie de presse. Comment ne pas parler du réchauffement climatique et, bien entendu, des manifestations aussi sur le climat? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est un des grands thèmes de ces éditions, Swiss Press et World Press. Là, on a une manifestation d'un mouvement qui réunit à la fois des syndicalistes, des féministes et des gens qui s'engagent pour le climat. Et l'idée, c'est vraiment réduire son temps de travail. C'était le sujet de la manifestation, mais réduire aussi sa consommation, ses moyens de consommer et de vivre. Et puis, il y a ce côté cocasse aussi du oui. tout petit panneau dans l'immensité de la France. Exactement, vraiment, qui est tout petit, plus petit que ça, c'est difficile pour juste écrire le mot réduire. Et puisqu'on est en Suisse, les glaciers. Forcément. Voilà, alors ça, c'est un gros problème du règlement climatique, c'est la fonte des glaciers. Ils ont perdu 6% de leur volume en 2022. Donc vraiment, que ça soit à Saas-Fee, que ça soit au Diableret, on voit bien, ces glaciers fondent, on voit la terre brune par-dessous. Et puis, par exemple, à Saas-Fee, on a de plus en plus sur les glaciers des grandes bandes de terre, finalement, et il reste très peu de couches de glace. Donc, ça fait réfléchir. Elles sont très esthétiques. En même temps, ces photos, elles ont cette couleur un peu sépia des anciennes photos, et on aimerait croire que c'est des anciennes photos, mais non, c'est la réalité de nos jours. Alors, puisqu'on parle esthétique, vous m'avez montré juste avant qu'on tourne ce reportage, c'est vrai, ce reportage photographique, justement, qui est à Genève et qui est alors très pop, très flashy.
complètement. C'est des couleurs floridiennes. Oui, c'est vraiment du pop art. C'est Karine Bauzin qui a voulu faire un reportage sur Genève Plage, qui est une institution, et où des personnes âgées, c'est un lien social, en fait, débarquent dès le début de la saison au mois de mai, louent des cabines, comme vous le voyez, de plage, et ont un lien social très fort. Ils tapent le carton, ils font des parties de pétanque, et tout ça est photographié avec un grand graphisme, beaucoup de lignes, de verticales, et des couleurs qui réjouissent le cœur, qui apportent, qui traduisent finalement cette chaleur humaine, ce lien social. Alors, on va finir justement cette partie Swiss Press Photo en allant voir les photos de presse liées au sport. Bah oui, ça c'est vrai, c'est un incontournable, hein. Les photos sportives, quand on publie des photographies dans la presse. Alors, je ne te montre pas tout, Andrea, parce que je vais t'inviter forcément à aller voir cette exposition. Mais tu imagines que nous avons dû faire une sélection draconienne avec Marie-Hélène pour garder un petit peu ce qui avait percuté notre regard, et notamment ce reportage-ci d'un très jeune photographe, Marie-Hélène, je crois qu'il a 21 ans, ce jeune Gabriel Monet, voilà, qui est ici. Et alors là, qui fait une photographie sportive totalement décalée, on va dire. Oui, vous avez parfaitement raison. Déjà parce qu'il a choisi le noir et le blanc. Normalement, on dit que ça dramatise le sujet, mais là, c'est plus par esthétisme. Et puis, il a réussi un coup de maître, si je puis dire, parce que c'est donc des championnats de natation synchronisés sous l'eau. Il a réussi à choisir la bonne exposition, c'est très difficile. Et puis, le bon objectif pour avoir autant de détails. La grande photo, c'est vraiment un balai avec plein de détails, et l'eau pourtant a plein de particules. Et puis, vous photographiez cette photographie-là, enfin cette image, avec un graphisme. Elles sont sous l'eau, donc ils montrent ce qu'on ne peut pas voir, ce qui est invisible normalement pour le spectateur. Et puis, il y a un graphisme avec ces catelles, ces positions de femmes qui sont dans l'eau, mais on dirait qu'elles sont en train de faire de la varap sur une paroi avec des catelles. Donc, vraiment une très belle composition, construction d'images, et puis ce noir-blanc qui donne un autre ton à ces photographies de sport. Eh ben, je vous remercie beaucoup, Marie-Hélène. Donc voilà pour les photos de presse en Suisse. On va monter d'un étage dans ce château de Prangin, Marie-Hélène, et on va voir le World Press Photo. À tout de suite. À tout de suite, merci. À tout de suite, Alexandre, merci beaucoup. Et on reçoit notre invité sport, justement, Benoît Briand. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes l'actuel capitaine d'équipe de l'US Terre Sainte et membre depuis 2012. Vous vivrez votre dernier match avec votre club ce samedi. On est ravis de vous avoir. J'imagine que l'émotion commence à monter avant ce dernier match, Benoît. Ouais, c'est vrai que ça va être un match particulier après une épopée très sympa à l'US Terre Sainte. Pourquoi avoir choisi justement de quitter ce club, votre club? Alors c'est pour des raisons professionnelles. Notre entreprise Paletta Loca grandit et je vais déménager avec ma femme à Zurich pour développer du coup l'entreprise. Et donc du coup c'est vrai que les trajets devenaient un petit peu compliqués pour venir s'entraîner à Terre Sainte étant donné que j'habiterai Zurich. Ouais, j'imagine que le foot, c'est pas entièrement fini. Bon, vous quittez ce côté foot ici chez nous. Vous mettez en avant le professionnel, on l'entend ce choix, mais est-ce que vous allez finalement complètement arrêter le foot? Ouais, c'est pas l'idée d'arrêter. En tout cas, j'ai encore la flamme. J'ai encore énormément de plaisir tous les week-ends à jouer. Donc voilà, c'est l'idée de trouver un club à Zurich et de poursuivre en tout cas un moment tant que mon corps le permet. Alors on imagine forcément ce petit pincement au cœur avant votre dernier match. Vous savez si l'équipe vous a prévu peut-être une petite surprise? C'est toujours dur à dire. Je sais qu'en tout cas ça risque d'être un moment très sympa et il y aura peut-être un petit quelque chose. Mais le plus important c'est j'espère qu'on peut bien finir et prendre les 3 points. Et passer ensuite un bon moment, parce qu'on va aller manger tous ensemble après. Ah, vous restez compétitif jusqu'à la fin. On va aller chercher quand même ces 3 points. Ça dit beaucoup de vous, Benoît? Oui, je pense. Je suis quelqu'un de très compétitif. J'adore le club de Terre Sainte et je pense que ces 3 points sont très importants pour nous actuellement dans notre situation. Donc voilà, il y a mon côté personnel qui fait que oui, ça va être un match spécial, mais il faut absolument prendre les 3 points. Si on revient un petit peu sur votre passage et votre carrière au sein de l'US Terre Sainte, quel est votre bilan du côté positif? Qu'est-ce qu'on ressort? Beaucoup de choses. Je pense que, comme vous l'avez dit avant, j'ai commencé avec Terre Sainte en 2012. Donc il y a eu des promotions, il y a eu des voyages d'équipe incroyables, il y a eu des rencontres, que ce soit avec les coachs, que ce soit avec les différents présidents que j'ai eus, les joueurs bien sûr. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de moments spéciaux et je pense que c'est dur d'en ressortir en tout cas. Des regrets?
Non, je pense pas que j'ai beaucoup de regrets. J'ai surtout pris beaucoup de plaisir. L'US Terre Sainte est un club familial et je pense que ça me correspond beaucoup. Donc non, je pense pas qu'il y a un regret sur cette épopée. Et votre successeur, est-ce qu'on a déjà des pistes peut-être sur un nom? Comment est-ce qu'il va être choisi? Ça, c'est plutôt le staff technique qui va s'en occuper. Je pense qu'ils ont déjà des petites idées, mais très honnêtement, je ne peux pas vous le dire aujourd'hui. Très bien. Et si on revient notamment aussi par rapport à cet accompagnement, parce qu'aujourd'hui, à cette période aussi de transition qui va être faite du côté de l'US Terre Sainte, vous l'avez dit, le championnat est en cours. Comment vous accompagnez vos joueurs justement en disant je pars, mais il faut rester solide? Qu'est-ce que vous voulez qu'ils gardent justement? Ouais, c'est vrai que c'est le message en tout cas actuellement que voilà, je pars, mais que le club reste et qu'il y a toujours cette équipe en première ligue. Donc après, je me fais pas énormément de soucis pour ça parce que les joueurs sont bons et il y a des joueurs qui sont là aussi depuis longtemps dans le club. Mais c'est clair que je répète que je serai plus là physiquement dans le club, mais je vais essayer en tout cas de les continuer à aider en tout cas, même si c'est à distance, pour pouvoir en tout cas rester en première ligue, qui est notre objectif. Rester en première ligue, l'objectif. Et puis justement là, cette mi-saison, l'US Terre Sainte est 13e au classement. Donc on est quand même en demi-teinte. Ouais, c'est clair. C'est un premier tour qui n'est pas forcément évident. Je pense les raisons, elles sont assez évidentes. On a changé de coach, donc il y a des nouvelles directives. On a changé pas mal de joueurs avec des joueurs jeunes. Pas tous les joueurs connaissaient le niveau qui est très exigeant. Donc voilà, c'est en train de se mettre en place et ça va aller encore mieux pendant le deuxième tour. Mais en tout cas, l'objectif est clairement de rester en première ligue et je suis sûr qu'on va l'atteindre. Benoît Briand, merci beaucoup d'avoir été en notre compagnie. Plein succès du coup à Zurich et on croise les doigts pour US Terre Sainte ce week-end pour le match. Merci beaucoup, très belle journée à vous. Merci beaucoup de l'invitation. En bref, mais toujours en lien avec le sport, la Fondation pour le développement du sport à Nyon a sacré et déboursé près de 60 000 francs répartis entre 9 clubs et un sportif mardi soir à l'usine à gaz. Tout ça pour développer et continuer à soutenir la concrétisation de certains projets. À l'image et sacré ont reçu un soutien cette année l'hockeyeur Zolan Zurkinden, le Nyon Rugby Club, le club de tennis de table de Nyon, le Nyon Handball La Côte, Aquatics Club, le Cercle des nageurs de Nyon, la Société nautique de Nyon, le Sub Club Nyon, le FC Italia Nyon et le Hockey Club de Nyon. Félicitations à eux. Quant à nous, on recevra prochainement, mercredi 29 novembre, le membre du conseil de fondation, Stéphane Higolène, sur ce plateau. On revient direction le château de Prangin en ta compagnie. Alexandre, fais-nous donc visiter ce WordPress photo. Oui, avec sa conservatrice Marie-Hélène Pellet, donc ici au château de Prangin, au World Press Photo, donc là qui retrace les meilleures photographies de presse du monde entier. Donc tu le vois ici, Andrea a eu une entame pas très heureuse, comme à Swiss Press Photo, on parle ici de l'Ukraine avec Marie-Hélène, cette photo gagnante en fait de l'année 2022. Oui, parfaitement. C'est Evgeny Maloletka qui a pu pénétrer dans Mariupol au début de la guerre en Ukraine et qui a fait cette terrible image en fait d'une femme qui allait accoucher et elle était dans cette maternité que vous voyez en arrière-fond et cette maternité a été bombardée, donc le toit lui est tombé dessus et comme il a fallu au moins une demi-heure pour la trouver dans les décombres, son fils est mort dans son ventre. Elle l'avait appelé Niron, qui veut dire la paix. L'espoir, c'est symbolique. Et puis elle-même, une demi-heure après, est décédée. Donc c'est vraiment une photo forte, mais qui montre l'atrocité de la guerre. Et c'est pour ça qu'elle a eu le premier prix. Et voilà, c'était la question que j'allais vous poser justement sur le premier prix. Alors, on est toujours dans l'actualité. Forcément, alors là, on parle du monde entier. Il y a beaucoup de choses à voir. Sur plusieurs pays du monde et régions du monde, mais on est ici aussi pour parler des problématiques climatiques forcément qui ont touché l'année 2022, Marie-Hélène. Alors tout à fait, ces problèmes-là sont flagrants, que ça soit au Maroc où il y a vraiment les oasis qui meurent de plus en plus, alors que ça fait vivre des populations. Vous savez que les oasis, il faut de l'eau, des dattiers, et voilà, ça fait vivre des troupeaux. En Australie, d'autres régions du monde où alors il y a des inondations, c'est pas la sécheresse, mais c'est des inondations. Et là, on utilise des photos avec infrarouge qui permettent de repérer les zones, par exemple des routes coupées, parce que quand il faut amener des secours, il faut voir où on peut circuler et comment est-ce qu'on accède à ces lieux qui sont complètement submergés par l'eau.
Et puis un autre reportage sur les éleveurs au Pérou d'alpaga, donc vous savez cette laine très spécifique qui fait vivre cet élevage plein de gens. Mais malheureusement pour ces éleveurs, comme on voit, le terrain s'assèche, il y a de moins en moins de pâturage et d'eau. Les alpagas n'arrivent plus à s'habituer à ces conditions-là. Et donc, alors, il y a un espoir. Leur espoir réside dans les scientifiques qui font plein d'études et de recherches pour essayer de produire une race d'alpaga qui serait plus résistante et qui pourrait vivre plus en altitude. Donc, on essaie, l'être humain trouve des solutions, essaie de trouver des solutions à ce désastre écologique qui touche un peu toutes les zones de la planète. Marie-Hélène, on va voir un de vos coups de cœur. On va se diriger vers l'Iran, sur notre droite, juste ici avec cette photo. Effectivement, quand on arrive ici dans l'exposition, qui attire immédiatement le regard avec cette jeune femme qui nous regarde droit dans les yeux. Oui, alors elle est très très courageuse, je trouve, parce qu'elle pose sans le voile, en costume européen, si je puis dire, avec ses couleurs pop. Derrière elle, il n'y a que des femmes qui sont voilées, et c'est cette voix des femmes iraniennes qui décident maintenant de s'élever et de réclamer une liberté d'expression et de vie pour ces femmes. Alors, elles ont beaucoup de problèmes. Il y a eu ce décès de cette jeune iranienne au mois de septembre, et suite à ça, il y a vraiment un mouvement très fort qui s'est créé pour réclamer une apparition publique des femmes, une vie et un accès aux études décents. Alors, direction la Palestine, qui, on imagine, au vu de l'année 2023, se retrouvera très certainement dans le Swiss Press World Press Photo 2024. Mais pour l'heure, il y a cette photo-là qui parle de la liberté de la presse. Alors exactement, je pense que c'est un grand domaine qu'il faut défendre, c'est les funérailles d'une journaliste bien connue, palestino-américaine, et puis qui, en fait, Shirin, dont le cercueil peut même pas circuler tranquillement dans la ville de Jérusalem porté par ses amis, puisque la police en fait israélienne s'en mêle et veut contraindre ces funérailles à ne pas s'exprimer, si vous voulez. Donc c'est vraiment ce débat de la liberté de la presse. Et on sait que chaque année il y a énormément de photographes et de journalistes qui meurent et qui ont quand même le courage de continuer à voir documenter, témoigner. Et je trouve qu'il faut vraiment les soutenir. Je crois qu'il y en a eu plus de 41 très récemment. Donc voilà, c'est vraiment un soutien en montrant ces photographies de presse. Finalement, on les soutient indirectement. Un autre de vos coups de cœur, c'est ce reportage. On est aux Philippines. Qu'est-ce que c'est? Dites-nous tout. Oui, c'est une communauté en fait gay qui a créé un foyer, enfin une maison, une vie en commun. Parce qu'en étant âgés, déjà, ils sont stigmatisés dans cette société en étant jeunes, mais en étant âgés, ils ont moins de ressources. Et donc, ils se soutiennent entre eux et ils font des spectacles pour gagner un peu d'argent et pour faire vivre leur foyer. Et je trouve qu'il y a de nouveau des solutions ingénieuses, une humanité. Là, on voit qu'après un spectacle, ils célèbrent leur bon déroulement du spectacle ensemble. Donc, voilà, il y a une chaleur humaine et cette intelligence de se dire, on se regroupe et puis on est plus fort ensemble dans un lieu de vie et on arrête d'être en fait finalement victime. Et donc il faut avoir le courage de montrer aussi ce reportage là. Et on va terminer par une photo justement bien heureuse. L'année 2022 a marqué par cette victoire de l'Argentine en Coupe du Monde. Voilà, on aperçoit Messi de dos. C'est original d'ailleurs de montrer Messi dans un petit coin de la photo en bas avec, c'est Messi, je ne pense pas que ce soit Messi, en fait c'est son t-shirt. Voilà, exactement, j'allais vous dire. Mais cette photo est très pleine d'énergie, ça forme un triangle avec les bâtiments en arrière-plan, puis on voit cette liesse générale de la population très jeune, et ça fait plaisir de voir cette célébration, parmi une jeunesse qui a quand même des choses un peu plus positives à vivre et à éprouver. Et donc aussi ça montre le football est tellement réunificateur en fait de tous les âges et voilà. Argentine qui et on oublie les également l'actualité en ce moment forcément pour d'autres raisons. Marie-Hélène Pellet, merci beaucoup de nous avoir fait visiter sur NRTV cette exposition, donc à voir au Château de Prangin les meilleures photographies de presse de Suisse et du monde entier. Je vous souhaite une agréable journée. Merci pareillement. Voilà, et bonne journée Andrea, on va t'inviter à venir voir cette exposition du coup. On prend rendez-vous, Alexandre. Merci beaucoup de nous avoir fait cette visite à la maison. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Bonne suite de programme.